C'est toujours les réflexes. Alors, on entame la troisième journée. Les gens sont matinaux. Marhaba bikom. Soyez les bienvenus. Et sans tarder, je cède la parole à Dr Laïfa, notre confrère d'Alger. Marhaba bik, docteur. Et Dr Dhaba, notre secrétaire général. Bonne écoute. Merci. Bonjour. Alors je remercie d'abord Dr Ben Khaled et toute son équipe dynamique qui nous a donné cette occasion de se retrouver aujourd'hui en face de certaines sommités en matière de diabète dans la Méditerranée, en Europe, en Afrique du Nord. Alors sans plus tarder, on va passer la première communication. Il va y avoir un petit changement par rapport à l'ordre qui est entre vos mains. On va on va aller à Besançon, la ville de 1001 musées. Voilà, on va donner la parole à Sophie Blain-Durand qui va présenter. Alors, justement, les conséquences psychologiques d'avoir un diabète. À vous la parole, madame. Beaucoup. Merci, évidemment. Je vais devoir repartir un petit peu rapidement derrière pour l'aéroport. Donc, vraiment, je tiens à remercier pour l'accueil, l'organisation. Et c'était un vrai honneur pour moi de venir et d'être sollicité dans ce 5e forum. Donc, vraiment, merci beaucoup pour l'invitation. Donc voilà, là, on va aborder la question des conséquences psychologiques d'avoir un diabète pour les patients. Alors, au niveau de l'annonce, j'ai déjà fait une présentation sur l'annonce de la maladie grave il y a 2 jours, mais simplement pour reprendre un petit peu les bases, quand un diagnostic de diabète est posé, c'est un choc qui va bouleverser la vie d'une personne, et souvent les personnes disent on m'a annoncé que j'étais diabétique, et puis c'est comme s'il y avait eu un mouvement, il y a un avant et il y a un après. C'est la problématique de la maladie chronique. Alors c'est vrai que quelquefois les professionnels se disent bon ok, c'est une maladie chronique, mais quand même il y a des traitements, il suffit d'avoir une bonne hygiène de vie, il suffit de surveiller sa glycémie, il suffit et puis vous verrez, a priori les choses peuvent se stabiliser et on peut vivre tout à fait normalement. Or en fait, ce qu'on peut observer chez les patients, c'est qu'à ce moment-là va commencer pour eux un long et lent travail d'adaptation qui va être un temps d'adaptation constant. Avec une double conséquence qui est souvent perçue dans les maladies chroniques, qui est à la fois je sais que je suis malade et en même temps je suis en bonne santé. Donc ça va être l'équilibre et la difficulté de maintenir cet équilibre-là. Alors moi je vais regarder ça évidemment sur le plan psychologique, beaucoup plus que sur le plan médical, vous l'aurez bien compris. Quand on va du coup avoir l'annonce du diagnostic, dans l'adaptation qu'il va y avoir, il n'y a pas que l'adaptation de l'hygiène de vie, il va y avoir aussi des processus adaptatifs que sont les émotions qui vont arriver, qui peuvent être un peu déstabilisantes, notamment du fait que la maladie, elle a un impact au quotidien pour la personne. Et donc, l'idée, ça va être de pouvoir différencier correctement les mouvements émotionnels, ce qu'on appelle les mouvements émotionnels adaptatifs, c'est-à-dire les émotions normales à ressentir dans cette situation-là, et des réactions qui sont plus inquiétantes pour le professionnel et qui va nécessiter une prise en charge adaptée sur le plan psychologique. Donc, une fois que le choc du diagnostic est surmonté pour le patient, il va y avoir une période d'adaptation qui va se mettre en place et qui est vraiment nécessaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui se passe pendant cette période d'adaptation, c'est quelque chose qui est nécessaire pour que les personnes apprennent à vivre au quotidien avec cette maladie.
Donc classiquement, on va avoir plusieurs phases qui vont être observées au moment de l'annonce et puis par la suite, et elles peuvent réapparaître régulièrement. Alors pour ceux qui ont déjà entendu parler des étapes du deuil de Elisabeth Kubler-Ross, c'est quelque chose où on va retrouver les mêmes types d'étapes. Donc la première étape, au moment de l'annonce, qu'on peut observer parfois, c'est une forme de déni. Non, c'est pas vrai, c'est pas possible, je peux pas intégrer ça, j'en veux pas. C'est trop compliqué pour moi d'intégrer ça dans ma vie, ça chamboule trop, donc j'ai pas envie de cette information-là et je vais la repousser. Le déni, c'est vraiment, ça n'existe pas, et la plupart du temps, c'est pas tellement du déni qu'on voit, c'est plutôt ce qu'on appelle de la dénégation, c'est-à-dire, bon, je sais que je suis malade, il y a des moments, je veux bien le prendre en compte, puis en fait, j'ai pas très envie de le voir, j'ai pas très envie d'en parler. Une partie de moi le sait, et en même temps, j'aimerais autant qu'on n'en parle pas, et j'aimerais autant ne pas avoir l'intégré dans ma vie. On peut voir aussi un mouvement d'opposition et de révolte. C'est pas juste, pourquoi ça m'arrive à moi, c'est pas normal, j'ai jamais rien fait, j'ai toujours été un bon pratiquant. C'est-à-dire que tout d'un coup, on va voir des mouvements de révolte avec un sentiment d'injustice profond en lien avec l'information de la maladie. Et bien souvent, en fait, ce qu'on dit souvent, c'est que la colère, c'est une émotion écran avec souvent en dessous une autre émotion qui se cache. Et souvent, derrière la colère se cache soit la tristesse, soit la peur. Et puis, il y a d'autres sentiments qui peuvent être le sentiment d'impuissance. Je sais que je suis malade et je peux rien faire pour guérir. Et puis, parfois aussi, l'impression d'être seul, ou en tout cas la peur de l'isolement en lien avec la maladie. On peut voir aussi des mouvements de marchandage, c'est-à-dire, bon, ok... je veux bien surveiller ma glycémie, par contre, j'ai pas du tout envie de changer mes habitudes alimentaires. Ou alors, ok, je veux bien être malade, mais il y a des périodes dans ma vie où j'ai pas vraiment envie d'être malade. Alors ça peut sembler comme ça, pas très rationnel, mais finalement, ce sont des tentatives effectivement d'adaptation. Et le marchandage, c'est non, j'ai pas envie de prendre tout. Je vais prendre ça et ça, mais j'aimerais autant ne pas avoir toute la maladie à gérer. Et c'est là où on va voir des patients qui, des fois, vont négocier avec vous. Oui, bah, tel traitement, je vais le prendre, mais alors celui-là pas. Telle consigne d'hygiène de vie, non, ça ne m'intéresse pas. Et puis, il va y avoir ce qu'on appelle le stade d'auto-évaluation, c'est-à-dire la personne qui va commencer à s'approprier le fait qu'il va falloir avoir une action par rapport à sa vie, par rapport à l'intégration de ce diabète. Donc on peut voir des niveaux des stades d'auto-évaluation avec des niveaux d'anxiété qui sont élevés. Donc ça va être des personnes qui sont ultra vigilantes, c'est-à-dire qui vont être dans un hyper-contrôle de la maladie, hyper-contrôle de la glycémie. Ou alors on peut voir des niveaux d'anxiété qui sont plutôt modérés, avec des personnes qui vont être plus adaptables, c'est-à-dire qui vont se surveiller, mais ça ne va pas non plus devenir une obsession. Il y a des personnes dans le stade d'auto-évaluation, ça devient une vraie obsession pour eux, il n'y a plus que le diabète qui compte, et c'est comme si leur vie va tourner autour du diabète en permanence. Alors souvent, c'est quelque chose qui est assez rassurant pour le médecin, parce qu'il se dit, ah voilà, un bon patient qui a bien compris qu'il était malade. Or, en fait, pour les psychologues, c'est pas très rassurant, parce que c'est comme si la vie ne tournait plus que autour du diabète. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'acceptation active, c'est-à-dire quelqu'un qui a intégré. Alors, l'acceptation, pour moi, alors c'est un terme qui est employé. L'acceptation, pour moi, c'est un terme qui est toujours un petit peu compliqué, parce que l'acceptation, elle peut être très variable. Et moi, j'aurais plutôt tendance à dire c'est une adaptation active. C'est-à-dire la personne, elle a intégré qu'elle était malade et elle va s'adapter en permanence. Quand on a l'annonce du diagnostic et quand on se sait malade, on va faire face à différentes difficultés. Et ça va être des difficultés qui vont impacter d'abord la relation à moi. C'est-à-dire quand j'apprends que je suis malade et que j'ai un diabète, déjà, ça change le regard que j'ai sur moi. Donc on peut voir des choses du style baisse d'estime de soi, c'est quand même dingue, en plus je suis malade, je ne suis même pas capable d'être en bonne santé. Alors évidemment, vous entendez bien que dans les propos, ce n'est pas quelque chose de rationnel. Là on ne cherche pas quelque chose, l'idée c'est pas de savoir est-ce que c'est vrai ou faux ou rationnel ou pas rationnel, c'est simplement pour vous dire sur le plan psychologique ce qui peut se passer. Donc on peut avoir une baisse d'estime de soi, de la culpabilité, notamment quand ce sont des diabètes de type 2. On va avoir des mouvements de stress importants, des mouvements émotionnels, la colère, la peur, la tristesse,
Et puis des angoisses qui vont émerger, des angoisses sur qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que mes enfants vont devenir, etc. Donc ça a des impacts dans la relation à soi. Ça a des impacts aussi dans la relation aux autres. Et il peut y avoir des conséquences avec la famille. Quand, par exemple, vous avez un enfant ou un jeune qui est diabétique, forcément, ça va avoir des conséquences sur le reste de la famille. Il va y avoir des changements à faire par rapport à l'alimentation, la surveillance, etc. Et ça peut aussi, du coup, ça peut aussi avoir des impacts dans la relation avec les familles. En tant que parent, on peut au bout d'un moment en avoir un peu assez, d'être obligé d'être dans le contrôle permanent. Quand on est frère et sœur, on peut trouver ça quand même pas très juste, d'être soumis à certaines règles d'hygiène de vie. Ça peut avoir des conséquences sur l'entourage, le travail, la société. Quand on était à Annaba en 2016, il y avait des personnes qui disaient on a déjà entendu parler de femmes qui ont diagnostiqué un diabète, et puis l'homme qu'elle devait épouser souhaitait ne plus l'épouser au motif qu'elle avait un diabète, qu'elle était diabétique. Donc ça va avoir aussi une conséquence par rapport aux relations aux autres, évidemment, qui n'est pas négligeable. Et puis ça a aussi des conséquences dans la relation aux soignants, parce qu'on se rend compte que parfois pour le professionnel, finalement c'est pas compliqué, voilà les règles auxquelles il va falloir se soumettre. Il n'y a qu'à se soumettre aux différentes règles, et on sait que ces règles sont en général quand même assez ambitieuses à tenir. On va avoir parfois des objectifs qui vont sembler inatteignables pour le patient. C'est parfois difficile pour lui de dire « mais en fait, moi, j'y arriverai pas », parce que le médecin, c'est celui qui sait, parce qu'il sait qu'il est malade, parce qu'il sait que par rapport au fait qu'il soit malade, il faut quand même qu'il obéisse à certaines règles. Donc parfois, il y a des objectifs qui lui semblent inatteignables, mais il n'ose pas le dire. Il peut y avoir aussi des injonctions, c'est-à-dire qu'on peut avoir des professionnels qui deviennent assez directifs, voire très directifs, voire un petit peu agressif à certains moments, en donnant des objectifs. Et puis, on peut aussi parfois avoir des professionnels qui ne comprennent pas où est le problème. Alors, dans ces cas-là, c'est toujours intéressant en tant que professionnel de se dire, moi aussi, je connais les règles d'hygiène de vie, si en plus je ne suis pas diabétique, moi aussi, je connais les règles d'hygiène de vie, il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire de soda, il faut avoir une alimentation équilibrée, il faut faire 30 minutes de sport par jour. Déjà, rien que ces 4-là, moi, à titre perso, je ne suis pas diabétique, et je ne les suis pas. Voilà. Pour autant, je sais ce qu'il faut pour que je reste en bonne santé. Pourquoi je ne les suis pas ? Ce n'est pas parce que je ne sais pas, c'est juste parce que c'est très contraignant. Donc il y a des choses que j'arrive à suivre sans problème. Quand on ne fume pas, ce n'est pas compliqué de ne pas fumer. Mais pour le reste, c'est quand même pas si simple. Donc une chose qui est importante par rapport au diabète, c'est un petit zoom sur le stress. Quand on a le diagnostic d'une maladie, ça signifie pour la personne « j'ai perdu ma santé ». Avant de rentrer dans le cabinet et d'avoir le diagnostic, j'étais quelqu'un qui s'identifiait en bonne santé. Je ressors du cabinet, je ne suis plus en bonne santé, je suis quelqu'un qui est malade. C'est une menace pour moi maintenant, c'est une menace pour la santé future. Et du coup, les gens ils peuvent se sentir très stressés de savoir qu'ils ont en eux une maladie qui va pouvoir générer derrière des conséquences néfastes. Alors non seulement c'est savoir qu'on est malade qui va être stressant, mais en plus, on a quand même un traitement qui peut être complexe, exigeant, chronique surtout, parce que c'est une chose d'être un sprinter, c'en est un autre d'être un marathonien. Donc quand on a une maladie chronique, on devient un marathonien. Ça veut dire qu'il faut être endurant dans le suivi effectivement du traitement et de la surveillance. Et en plus, on va dire aux patients, c'est vous qui êtes responsable. Alors je ne parle pas pour les enfants, évidemment, je parle pour les adultes. C'est vous qui êtes responsables, ou les parents, vous êtes responsables de rester en bonne santé. Donc non seulement c'est quand même assez exigeant en termes de surveillance, mais en plus c'est moi qui ai la responsabilité, j'ai entre mes mains la responsabilité de rester en bonne santé. Alors à la fois c'est assez, à la fois ça redonne la main aux patients, mais en même temps ça engage un niveau de responsabilité qui est très important. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que être diabétique, ça peut être stressant ? Donc, comme je vous disais, c'est un état chronique qui est permanent et qui est imposé. Je n'ai pas décidé de me retrouver dans cette situation-là, ça m'est imposé. Les symptômes vont être généralement présents, ils peuvent être dérangeants. Les hypoglycémies, c'est quand même tout sauf agréable. La personne, elle est dépendante d'un traitement, elle se voit obligée de modifier ses habitudes de vie. Alors,
dépendante d'un traitement, évidemment, si elle est insulinodépendante, et elle se voit obligée de modifier les habitudes de vie. On a des traitements qui peuvent occasionner éventuellement des effets secondaires, il peut y avoir des risques de complications, la maladie peut avoir des répercussions sur l'image de soi, comme je vous disais, ou même sur la confiance en soi. Mon corps, alors je pensais qu'il était fiable, eh bien, je me rends compte que finalement, il peut être beaucoup plus vulnérable que je pensais. Mon corps, manifestement, n'est pas aussi fiable que je ne pensais. Et puis, on peut avoir aussi être victime de discrimination et de préjugés par rapport au regard que les autres vont porter. Alors, soit quand les gens ont des représentations de ce que c'est que le diabète, mais aussi, par exemple, si je dois, quand je vais remplir mes papiers d'assurance, je ne sais pas comment ça se passe en Algérie, mais en France, il faut pouvoir déclarer l'état de santé et à chaque fois donner des détails sur voilà, ce qui nous arrive. Donc les conséquences du stress sur le diabète, c'est qu'il va y avoir deux possibilités d'affecter, d'avoir un impact supplémentaire sur l'équilibre glycémique des personnes. Alors je vais quand même rester un peu à ma place de psychologue, hein. Je ne vais pas vous faire un cours sur les hormones du stress parce que là je vais tout de suite être coincée. Donc merci de ne pas poser de questions sur les hormones du stress parce que je ne serai pas compétente. Mais en tout cas, on a les hormones du stress qui vont provoquer un effet hyperglycémien. Donc si je suis en état de stress important, ça va avoir de toute façon un impact sur ma glycémie. Et puis, quand je suis stressée, je peux chercher des comportements de compensation. On sait bien que quand on est très stressé, ça fait une grosse tension à l'intérieur, et puis on n'aime pas trop quand on est tendu, c'est juste normal, et donc on va chercher à échapper à cet état de tension, et pour faire diminuer l'état de tension, on peut aller chercher des produits de substitution. Alors, il y a des produits de substitution, ça peut être au niveau de l'alimentation, et notamment, pas de chance, le sucre vient baisser la tension. Donc quand on est stressé et qu'on a envie de se dire je vais me manger un gâteau, je vais me manger un chocolat, on voit bien que derrière ça va un peu mieux. Ça peut être aussi des problèmes de consommation. Alors comme je disais, c'est quelque chose qu'on va voir peut-être beaucoup plus classiquement en France qu'en Algérie, mais la consommation d'alcool. Pourquoi ? Parce que l'alcool, en fait, c'est un très bon anxiolytique. C'est un très très bon effet anxiolytique. Alors bien sûr que ça a d'autres conséquences beaucoup plus problématiques, mais quelqu'un qui est alcoolique, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est en train de s'anesthésier. Donc sur l'anesthésie des émotions, c'est un effet très bien. Alors après, on peut avoir plein d'autres choses, hein. On peut avoir la carte bleue qu'on fait chauffer éventuellement quand on a la possibilité, mais il y a des comportements comme ça qui vont viser à diminuer la tension intérieure. C'est donc important pour les professionnels de prendre en compte la question du stress pour le patient et de l'aider à trouver des stratégies pour faire face au stress. Si on part du principe qu'on a rassuré le patient en disant « mais non, mais vous inquiétez pas, de toute façon, je vous ai déjà bien expliqué qu'à partir du moment où vous suivez mes règles, quand même difficile à suivre, vous inquiétez pas, derrière tout va bien aller », en fait, on n'a pas du tout répondu au stress de la personne. Donc pour pouvoir apprendre à apprivoiser le stress, la première chose, c'est qu'on va demander à la personne d'exprimer. Racontez-moi ce qui ne va pas, racontez-moi ce qui vous pose problème, racontez-moi ce qui vous inquiète. Alors ça peut être le médecin, si vous en avez l'appétence, on peut orienter éventuellement vers des psychologues, mais des fois rien que le fait d'avoir une oreille attentive dans son entourage, d'oser dire à des gens qui sont suffisamment ouverts et à l'écoute pour pouvoir entendre à quel point c'est angoissant, ça peut déjà faire du bien. Le problème, c'est que les émotions, elles provoquent une tension physique à l'intérieur. Donc quand on essaie de mettre un couvercle dessus pour essayer de se contrôler, en fait la tension, elle reste. Donc le stress, il se maintient. Et une émotion qu'on cherche à réprimer, c'est une émotion qui va chercher encore plus à s'exprimer. Pourquoi ? Parce que les émotions, ça joue dans la survie de l'espèce. Quand j'ai peur, c'est une stratégie c'est ce qui me permet de survivre et de me mettre en protection dans les situations de danger. Donc c'est pas parce que ma tête me dit c'est bon, c'est pas la peine d'avoir peur, que mon émotion n'est pas encore en train de s'exprimer. Comme les fois où vous êtes très angoissé, puis il y a une bonne âme charitable qui vous dit c'est pas la peine de t'inquiéter pour ça. Et en fait, ça marche pas du tout. Voilà, on se dit juste, bon, il ne faut pas en parler avec cette personne, mais en général, ça ne marche pas. Alors, exprimer ses émotions, se renseigner sur la maladie, c'est important de pouvoir faire la distinction entre les représentations qu'on a par rapport à la maladie et les choses réelles. On se rend compte des fois que les gens stressent sur des idées complètement fausses qui ont été transmises par rapport à la maladie.
Ça peut être aussi de passer par une mesure de glycémie fréquente pour permettre à la personne de vérifier, de contrôler, et en tout cas de pouvoir voir ce qui se passe dans son corps, se préparer à affronter certaines situations difficiles, c'est-à-dire si on m'invite au restaurant, je fais quoi? Si on me propose de venir prendre le thé, je fais quoi? Demander du soutien, alors ça peut être auprès de professionnels encore une fois, ou auprès des proches. Pratiquer des activités, des loisirs satisfaisants, c'est sûr que si on demande à avoir une hygiène de vie en faisant du sport, il y a intérêt à avoir une activité physique qui nous plaise. Il vaut mieux marcher un peu plutôt que de s'inscrire à un cours de je sais pas quoi qui de toute façon ne nous plaît pas, donc au bout de 3 fois, on n'ira plus. Apprendre à se détendre, alors ça peut être des exercices au niveau méditation, relaxation, etc. Alors je ne sais pas comment c'est accessible et comment c'est développé, mais d'apprendre ne serait-ce qu'à respirer correctement en situation de stress. Ça peut paraître très basique, mais quand on stresse, on finit par respirer au-dessus et réapprendre à respirer avec le ventre en respiration profonde. Déjà rien que ça inverse la courbe du stress. Donc une bonne gestion du stress va viser l'élimination des conséquences négatives, sachant que de toute façon, un peu de stress, c'est toujours bon. Le stress, c'est ce qui me permet de m'adapter à une situation nouvelle. Donc le but, c'est pas que les gens deviennent des légumes léthargiques, évidemment. Le but, c'est que les personnes aient un stress qui soit suffisamment présent pour leur permettre d'être vigilants et d'être dans l'action, mais qu'on ne soit pas dans des niveaux de stress qui font que la personne, elle est pétrifiée par ça. Un autre problème qu'on peut rencontrer dans le diabète, c'est le problème de la dépression. Alors, c'est quand même important de ne pas faire trop vite un diagnostic de dépression, parce qu'on va par contre voir de manière tout à fait normale et adaptative des mouvements dépressifs qui vont être des mouvements normaux à partir du moment où on va poser le diagnostic du diabète. Donc, simplement, voilà, pour information, dans une dépression réelle, les symptômes vont durer depuis au moins 2 semaines et empêchent le fonctionnement normal de la personne par rapport à son travail. Ça va entraver le travail, ça va entraver la vie relationnelle. Le mouvement dépressif, c'est je pleure beaucoup depuis que vous m'avez dit que j'étais malade, je suis très inquiet, j'ai plus envie de rien, ok, mais du coup, est-ce que vous allez continuer à travailler? Oui, bien sûr, je continue à travailler. Est-ce que vous avez l'impression de passer quand même des bons moments de temps en temps? Oui, quand même, de temps en temps. Voilà, ça, c'est une exploration aussi qu'il faut faire, parce que le risque, c'est que sinon, on va trop vite faire un diagnostic de dépression, et le risque aussi, c'est qu'on va donner un traitement à une personne qui n'en a pas besoin. Parce qu'en fait, c'est pas parce que je suis triste que j'ai besoin qu'on m'enlève ma tristesse. Il faut juste se rappeler que les émotions, elles ont un rôle important pour s'adapter à une situation nouvelle. Donc il y a des mouvements dépressifs, c'est tout à fait normal et c'est ce qui va aider la personne à faire le deuil de sa situation de santé antérieure pour pouvoir s'adapter à la situation d'après. C'est souvent le lien que je fais quand on perd un proche. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de dire je veux être anesthésié, je veux plus ressentir rien, je veux qu'on me donne un traitement pour ne jamais être triste. On n'est pas dans cette... C'est important de pouvoir ressentir de la tristesse pour, encore une fois, passer à une autre situation de vie. Donc les symptômes de la dépression, par contre, ça va être l'humeur dépressive presque toute la journée, presque tous les jours, c'est-à-dire vraiment ça devient très envahissant. On va avoir une perte de plaisir ou d'intérêt à l'égard des activités qui normalement me plaisaient beaucoup. Un sentiment de vide et de grande fatigue, un sentiment de culpabilité et d'inutilité, une difficulté à se concentrer et à prendre des décisions, une agitation ou une impression d'être au ralenti. Alors, des troubles d'appétit et du sommeil, ça, il faut bien se rendre compte que c'est l'intensité, la fréquence et le fait que ça dure et que ça entrave la vie qui va permettre en tout cas de faire la suspicion d'un diagnostic de dépression. Je ne sais pas après s'il faut orienter ou pas vers un psychiatre pour faire le diagnostic de manière beaucoup plus claire. Mais en tout cas, on va être sur quelque chose d'extrêmement intense et qui devient très handicapant dans la vie de la personne. Parce qu'on peut retrouver tous ces symptômes-là de manière beaucoup plus, beaucoup moins intense ou beaucoup moins fréquente. Et là, on va être sur du mouvement dépressif. Et des pensées de mort récurrentes ou des pensées suicidaires. Ça, c'est aussi un signe d'alerte qui est important. Quand la personne commence à dire que ça va être trop difficile, qu'il vaut mieux qu'elle meure, d'aller investiguer quand même ce qu'il peut y avoir derrière.
On a des chiffres qui vont un peu varier en fonction des pays, mais ce qu'on sait, c'est qu'on a entre 30 et 50% des personnes diabétiques qui, à un moment donné, ont présenté des symptômes dépressifs significatifs. Donc, je ne parle pas d'une dépression importante. Là, on est plutôt, je crois, aux alentours des 10%. Mais on a, de toute façon, des personnes, beaucoup plus de personnes qui vont montrer des symptômes dépressifs. Donc la dépression, il faut bien se rendre compte que quel est l'impact sur le diabète, c'est que quand on est dans un mouvement dépressif, on n'a plus d'énergie et de motivation. Donc ça veut dire que ça va aussi avoir un impact sur la possibilité de prendre en charge ma maladie, surtout quand les objectifs sont ambitieux. Si les objectifs de prise en charge sont assez ambitieux alors que je suis dans un mouvement dépressif, j'ai pas la motivation, j'ai pas l'énergie et j'ai pas l'envie de me soumettre à ces injonctions. Alors quand je dis j'en ai pas l'envie, c'est pas c'est bon, ça me saoule, j'ai pas envie. C'est j'en ai pas l'envie, ça veut dire je n'en ai pas la possibilité, j'ai pas du tout l'énergie ni la motivation. On a aussi du coup des risques de compensation qui sont très élevés. Et ce qui va être encore plus difficile, c'est que la dépression, elle est souvent perçue comme une faiblesse de caractère. Bah t'as qu'à te secouer. T'es dépressif, ok, bah, ça nous arrive à tous d'avoir des problèmes, bah t'as qu'à te secouer. C'est exactement comme si on était en train de dire à quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant, écoute, tu as des jambes, tu n'as qu'à te mettre debout. Voilà, un peu de motivation, tu as des jambes, tu te mets debout. Oui, mais elles ne fonctionnent pas. Oui, mais tu as des jambes, donc tu te mets debout. Donc imaginez, comme la personne qui est dans le fauteuil se retrouve culpabilisée de ne pas arriver à se mettre debout au motif qu'elle a des jambes, et de deux, elle se dit, mais alors en plus c'est désespérant parce qu'ils ne comprennent pas du tout ce qui est en train de se passer pour moi. Donc on a des personnes qui vont, comme c'est difficile la dépression de l'assumer, on peut avoir des personnes qui ne vont pas en parler, qui vont s'isoler et qui du coup ne vont pas chercher d'aide. Le traitement par rapport à la dépression, on va avoir des médicaments antidépresseurs. Alors c'est très important par contre quand vous mettez en place un traitement antidépresseur. Là on est vraiment en train de parler pas de mouvements dépressifs fluctuants, on est en train de parler d'une vraie dépression. Des mouvements antidépresseurs avec une évaluation précise, c'est-à-dire qu'on réfléchis bien à qu'est-ce que je mets comme type de molécule, au bout de combien de temps je vais faire l'évaluation, vérifier que le résultat obtenu, c'est bien celui que je cherchais, et puis combien de temps est-ce qu'on va le mettre en place. Parce qu'après, on se retrouve des fois avec des personnes, alors je ne sais pas ici, mais alors vraiment en France, avec des gens qui ont des traitements antidépresseurs au long cours, qui sont represcrits au fur et à mesure, sur lesquels on se rend compte que ça fait quelque temps que la personne a une prescription qui se renouvelle alors que plus personne n'évalue. Et puis des psychothérapies pour pouvoir travailler avec la personne autour de la dimension psychologique de cette dépression. Alors pour terminer, l'adaptation de la maladie, c'est apprendre à vivre avec un paradoxe. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui est difficile quand on... Alors c'est pas forcément spécifique au diabète, ça va être spécifique aux maladies chroniques, qui sont potentiellement graves, bien évidemment. Donc vivre avec la maladie, c'est vivre avec un paradoxe. Parce que pour pouvoir se libérer du diabète, il va falloir que je sois très vigilant à mon traitement, c'est-à-dire pour être libre de mon diabète, il faut que je sois aliéné à mon traitement. Et c'est tout l'équilibre difficile à avoir entre la liberté et la contrainte que va provoquer le diabète. C'est aussi des choses moi, que j'ai déjà entendues chez des jeunes qui ont la mucoviscidose, en disant mais il faut que j'arrive à vivre normalement, mais vivre normalement, c'est vivre pas du tout normalement. Pour pouvoir vivre avec une maladie qui me laisse tranquille, donc c'est même pas... Je pense même que l'idée de dire à quelqu'un, vous avez un diabète, mais vous inquiétez pas, on peut vivre tout à fait normalement, je sais même pas si la tournure de phrase est correcte. Parce que vivre normalement, oui, mais ça veut dire qu'il va y avoir des contraintes. Donc est-ce que c'est une vie normale? Je sais pas. Par contre, dire, on peut faire en sorte que vous viviez avec le diabète de la manière la plus... que le diabète vous laisse tranquille, ou en tout cas que vous viviez en bonne intelligence avec votre diabète, oui. Mais dire on peut vivre tout à fait normal avec un diabète, je ne sais pas si c'est je sais pas si c'est tout à fait correct, parce que je vois bien que si je suis diabétique et que je suis contraint par mon traitement ou par mon hygiène de vie, je ne vis quand même pas tout à fait de la même manière que quelqu'un qui n'est pas diabétique. Face à ce paradoxe, la personne, elle va avoir des mouvements émotionnels qui vont bouger, c'est-à-dire qu'il y a des fois où vous allez retrouver le patient qui dit bah, c'est super, ça va bien, le diabète est bien contrôlé, et puis 2 mois après, peut-être que la personne va dire mais j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus de cette maladie,
Donc ça va être vraiment des mouvements comme des vagues, avec des moments où ça va bien aller, des moments où ça ne va pas aller. Et ce mouvement-là, il est normal. Parce que parfois, on va dire, oui, enfin, c'est bon, je ne comprends pas pourquoi c'est un problème maintenant, alors qu'il y a 2 mois, ce n'était pas un problème. Comme si, une fois qu'on s'était adapté au diabète, c'était bon pour toute la vie. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça, pour la bonne et simple raison qu'on fonctionne, vous voyez les électrocardiogrammes, nous, on fonctionne pareil, ça c'est le mouvement de la vie. Quand l'électrocardiogramme il est comme ça, c'est pas très bon signe. Voilà. Donc l'être humain, il fonctionne aussi comme ça. Donc il y a des moments où c'est calme avec le diabète, et puis il y a des moments où ça sera beaucoup moins calme. Ça va dépendre aussi de ce qui se passe dans la vie. On a, pour ceux qui suivent des personnes diabétiques, vous voyez très bien que ne serait-ce que le moment de l'enfance, quand l'adolescence arrive, il se passe autre chose. Puis après, il y a le jeune adulte. Puis après, il y a le jeune adulte qui va, par exemple, se marier, par exemple, travailler, etc. Et quand le diabète devient un problème, alors qu'avant, il n'était pas, mais que tout d'un coup, il devient un problème parce que l'homme que je devais épouser, il ne veut plus m'épouser au motif que je sois diabétique, tout d'un coup, il devient un problème, le diabète. Donc forcément, ça a des conséquences psychologiques. Il n'y avait pas avant, il y a maintenant. Et il faut savoir que ces mouvements-là de vagues, il y a certains moments où ça va, des moments où ça ne va pas, ce sont des signes psychiques d'adaptation au paradoxe. La notion de temporalité, elle est importante aussi à prendre en compte pour bien prendre en compte ces mouvements. C'est-à-dire que la temporalité, ça peut être aussi bien, il y a des moments où ça ne sera pas un problème, des moments où il y a un problème, mais j'ai en souvenir un jeune qui a la mucoviscidose qui me disait, alors c'était très compliqué parce qu'il revenait régulièrement à l'hôpital dans un état pas possible, et en fait on se rendait compte qu'il ne faisait pas ses aérosols, qu'il ne faisait pas sa kiné-respi, qu'il ne branchait pas son alimentation entérale tous les soirs, et en fait donc il prenait une avoinée en général. Il se faisait bien secouer par le médecin, il repartait motivé, puis il revenait 6 mois après, il se reprenait. Voilà. Et en fait, quand je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, comment c'est possible qu'à certains moments, tu arrives à être très observant et à d'autres moments pas. Et en fait, ce qu'il explique, c'est quand j'ai envie de vivre une vie normale maintenant, j'ai pas envie de m'encombrer de ça. Et puis des fois, j'ai envie de vivre une vie normale plus tard, et je peux m'imposer maintenant tout ce qu'il faut s'imposer là. Donc il dit, moi j'ai pas besoin qu'on me réexplique 1000 fois encore les traitements, je les ai compris, les risques c'est bon, je les ai compris, j'en ai marre qu'on me répète tout le temps le même truc. Mais il dit, ce qui est compliqué pour moi, c'est, il dit, voilà, moi j'ai 20 ans, j'ai envie d'avoir une vie normale d'un gamin de 20 ans, moi je suis désolé, faire sa kiné-respi, faire ses aérosols, brancher son alimentation, c'est pas une vie normale de gamin de 20 ans. Donc des fois, ok, c'est une autre part de moi, c'est la part de moi qui a envie d'un peu de légèreté, un peu d'insouciance, un peu de... Voilà, donc maintenant, non, je dégage tout ça en me disant, au moins j'aurais vécu maintenant. Alors en plus, il dit, je veux bien qu'on me raconte ce qu'on veut, mais enfin la mucoviscidose, j'ai quand même bien compris qu'il y avait quand même un risque que je meure. Peut-être qu'au moins j'aurais profité des moments maintenant, voilà. Donc la temporalité, elle va être importante. Est-ce que je veux vivre une vie normale tout de suite ou est-ce que je veux vivre une vie normale à long terme? C'est aussi quelque chose à prendre en compte et c'est pour ça qu'on parle d'une situation paradoxale. Donc en conclusion, la vie avec le diabète et les conséquences psychologiques, c'est vraiment un processus d'adaptation qui va durer à vie. Il y avait une maman qui disait, on souhaitait qu'elle soit une enfant normale avec un diabète plutôt qu'une diabétique qui essaye de vivre une vie normale. Et en fait, elle avait bien intégré que forcément, le diabète était une caractéristique de sa fille et que c'était important que sa fille puisse prendre en compte cette caractéristique, l'intégrer, vivre le mieux possible avec cette caractéristique. Donc l'intégration psychologique du diabète et des contraintes qu'il représente se fait en permanence tout au long de la maladie. Et en fonction de ce que va vivre le patient, évidemment, ça va avoir un impact sur l'équilibre de la vie avec le diabète. Donc les professionnels, ce sont des accompagnateurs précieux dans ces mouvements-là. Et plus vous allez être détendu sur le fait qu'à certains moments, le patient puisse ne pas être observant, quand vous voyez un patient qui n'est pas observant, à qui vous avez déjà donné de l'information une fois, vous pouvez lui redonner une deuxième fois parce que peut-être il n'a pas compris. Peut-être qu'au moment de l'annonce, c'était trop dur. Peut-être au moment de l'annonce, il y a eu une sidération. Quand vous avez donné l'information 2 fois et que vous sentez que la personne, elle a compris, ça ne sert à rien de répéter tout le temps la même chose. Ce n'est pas l'intellect qui ne fonctionne pas. C'est autre chose qui est en train de se passer. Donc quand à un moment donné, on voit que le patient n'est pas observant, mais qu'on a déjà bien expliqué, ça vaut le coup de poser son stylo et de lui dire, écoutez,
J'entends, moi je pense que vous avez tout compris déjà de ce que je vous ai dit, et je vois que ce sont des règles qui ne sont pas appliquées, et je voudrais simplement savoir, est-ce que vous seriez d'accord qu'on réfléchisse ensemble? Est-ce que vous seriez d'accord pour m'expliquer pourquoi ces règles ne sont pas appliquées? Et puis qu'on essaie de trouver ensemble des stratégies pour pouvoir s'adapter à vous. C'est le principe de l'éducation thérapeutique, hein, dont vous avez probablement déjà tous entendu parler, parce que tant qu'on continue à redonner de l'information à des personnes qui ne font pas ce qu'on leur demande, toujours plus de la même chose, c'est toujours plus du même résultat. Donc quand on voit que ça ne produit pas ce qu'on veut, il vaut mieux essayer de trouver une autre stratégie, et peut-être que l'orientation sur le vécu de la personne avec la maladie peut être une bonne piste. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette brillante et exceptionnelle intervention, et l'exception continue. On va juste ouvrir le débat pendant 5 minutes pour cette communication de par l'engagement de Madame Durand, qui va nous quitter juste après. Alors le débat est ouvert pendant 5 minutes. Oui, il y a une question. Il n'y a pas un baladeur, un micro? Ok. Merci beaucoup pour cette excellente conférence. Alors ma question est la suivante. Quand on voit le problème de l'annonce chez l'enfant, est-ce qu'il y a une spécificité? Est-ce qu'on sait comment un enfant peut vivre cette annonce? Ou bien c'est la famille qui encaisse le coup? De demander trop d'aller-retour pour le micro, je vais me remettre là. Dans la spécificité de l'annonce pour l'enfant, alors tout va dépendre aussi de l'âge de l'enfant, bien évidemment. Une annonce de diabète chez un bébé ou chez un petit enfant, c'est bien sûr la vigilance aux parents qu'il va falloir avoir, et puis à chercher à trouver une collaboration avec le parent. Dès qu'on va parler de l'enfant, l'enfant il n'existe pas tout seul. L'enfant il existe toujours dans son système. Donc c'est de toute façon important. Ça rajoute un peu de complexité à certains moments, mais effectivement on va travailler avec le parent. Quand il va s'agir d'enfants un peu plus grands, dans le développement de l'enfant, on pense que vers entre 11, 12, 13 ans, il y a la capacité du coup à percevoir les conséquences. C'est ce qu'on appelle la pensée hypothético-déductive, c'est-à-dire je suis capable dans ma tête de me représenter une situation alors qu'elle n'est pas en train d'exister et d'envisager les conséquences que ça peut avoir. C'est pour ça qu'en général, vers cet âge-là, on commence déjà à se dire, et notamment pour les adolescents, il va quand même falloir qu'on les intègre. Il va quand même falloir qu'on les intègre dans le diagnostic, il faut quand même qu'on les intègre dans la réflexion. Des fois, c'est un peu plus simple par rapport à l'enfant, parce que l'enfant, il va être très soumis à ce que le parent veut pour lui. Donc, si on a des parents qui ont bien compris le problème, qui sont très observants, ça va plutôt bien rouler. Les adolescents, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'à l'âge de l'adolescence, il y a une recherche, il y a un détachement qui est normal, un détachement de la famille d'origine pour pouvoir s'orienter vers les gens qui lui ressemblent. Donc il va plutôt être, classiquement, hein, voilà, plutôt entrer en lien avec ses amis, plutôt avoir envie de voir ses copains, etc. C'est souvent très désespérant pour les parents, mais il faut se dire que c'est un mouvement qui est très normal et puis très sain, juste parce qu'à un moment donné, l'adulte qui commence à pousser, il faut quand même qu'il aille à l'extérieur, il ne faut pas qu'il reste uniquement dans sa famille, voilà, faut quand même que... Bon. Et voilà, donc avec l'adolescent, on va forcer, faut vraiment pouvoir travailler avec l'adolescent aussi, parce que si on travaille qu'avec ses parents, le problème c'est que s'il commence à y avoir des problèmes de conflit ou de lutte ou de rivalité avec les parents, on va faire face à d'autres problèmes. Merci. Oui. Bon, vous avez dit que 30 à 50% des diabétiques vont faire une dépression. Est-ce que cette dépression est vraiment liée au diabète ou à d'autres facteurs, par exemple l'âge, les problèmes socio-économiques de l'environnement que vit le malade ou d'autres maladies associées? On pense que 30 à 50% des personnes qui ont un diabète vont avoir
un vécu dépressif, pas forcément une dépression diagnostiquée, hein, ça on va être plutôt sur 1 sur 10. 30 à 50% vont par contre avoir un vécu dépressif qui est assez significatif en lien avec le diabète. En tout cas, ce qui a été étudié, c'était vraiment en lien avec la maladie chronique qui est le diabète. Bien évidemment que quand on va voir des mouvements dépressifs chez quelqu'un qui est diabétique, surtout si ça fait longtemps qu'il a le diagnostic, on va faire une exploration beaucoup plus large pour savoir ce qui se passe dans la vie de la personne, qu'est-ce qui peut être difficile pour elle à ce moment-là, etc. Parce que bien évidemment qu'on peut aussi faire une dépression ou avoir un vécu dépressif pour plein d'autres raisons que la raison du diabète. Mais en tout cas, ça a un impact. Je pense que c'est important. Quelquefois, en tant que professionnel, on a l'impression que, certes, c'est une maladie grave et chronique, mais que finalement, il suffit, voilà, il n'y a qu'à. Il suffit suivre des règles et puis ça va bien aller. Et en fait, on ne mesure pas l'impact général que ça peut avoir effectivement sur l'individu. S'il vous plaît, dans le même sens, vous avez dit que 30 à 50% des personnes font une dépression. 10% c'est de vraies dépressions. Est-ce que vous ne pensez pas que les 40% c'est une dépression qui peut être portée sur les moyens défensifs de la personne? Ce qui veut dire que tout diabétique, tout malade chronique peut faire une dépression. C'est tout à fait normal de faire une dépression à ce moment-là, parce que si on ne fait pas de dépression, là c'est pas normal. Est-ce que c'est pas ça? Alors en fait, c'est pour ça que c'est important effectivement de faire la distinction. De toute façon, un mouvement dépressif, c'est un mouvement d'adaptation. Le problème, c'est que parfois, c'est pas un... Enfin, en tout cas, ça c'est ma représentation à moi. Dans ma représentation, la dépression va être une tentative d'adaptation à quelque chose, et quand ça se creuse en dépression manifeste, c'est que en fait, la stratégie d'adaptation, elle se retourne contre la personne. Vous savez, c'est comme le stress. Le stress, c'est une excellente chose, sauf que quand on est en état de stress aigu permanent, ça se retourne contre nous. Donc le mouvement dépressif de 30 à 50%, il est certes douloureux, mais on reste sur un processus d'adaptation qui va être un processus d'adaptation normal. Plus on a des professionnels qui sont sensibilisés au fait que oui, c'est un processus d'adaptation, mais enfin quand même ça fait mal. Donc peut-être d'une part, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut aider la personne, faire en sorte que ce soit moins rude, on va dire. Et puis comment aussi aider la personne à accepter aussi ce qu'elle est en train de vivre et éviter d'en rajouter en fait une couche au-dessus. Parce que ce qui est un peu terrible avec les mouvements psychiques, c'est que il y a le premier mouvement qui est, on va dire, un mouvement dépressif parce que c'est difficile de se savoir malade. Et puis si après on rajoute un environnement complètement anxieux, qui va dire « Ah non, il faut que tu te secoues, faut que tu te secoues. » Donc, je suis déjà pas bien. L'autre en face, il me renvoie qu'il ne faut pas que je sois pas bien. Donc, je me contiens. Si en plus, le professionnel derrière, il dit « Écoutez, il suffit de vous secouer un peu, c'est bon. » Il y a un moment donné, je rajoute des couches supplémentaires de problèmes, là où à la base, j'en avais qu'un. C'était mon mouvement dépressif qui avait une visée effectivement d'adaptation. Merci. Oui. Donc, je reviens à l'enfant. Quand l'un des parents est connu diabétique, je pense qu'il faut prendre en charge les enfants, surtout dans notre milieu. Donc on parle devant les enfants de couper les membres, la cécité, et ça crée beaucoup d'angoisse chez les enfants. Et généralement, on n'en fait pas attention. Donc je pense qu'il faut prendre du temps, expliquer aux enfants que le diabète, s'il est bien traité, donc les parents ne risquent rien. Sinon, donc, ils vivent dans une angoisse de perdre les parents. C'est tout l'équilibre souvent effectivement qu'il faut avoir, c'est-à-dire entre donner l'information honnête et en même temps il faut pouvoir donner une information mesurée parce que l'enfant en plus il absorbe, quand il est petit, il absorbe des informations, il n'a pas le second degré, il n'a pas le différentiel, il entend, et du coup il fait un copier-coller de ce qu'il entend sur la situation de son parent. Donc effectivement il faut quand même être vigilant dans la manière dont on va s'adresser devant l'enfant. Alors si je peux me permettre... Alors, c'est juste par rapport à... Dans notre pratique quotidienne, et je pense que c'est le cas de beaucoup de praticiens qui s'occupent des diabétiques en général, est-ce qu'en réalité, les gens refusent la maladie ou bien ils refusent le traitement de la maladie? Alors, il y a probablement un petit peu tous les cas de figure. Maintenant, alors je
faire une réponse qui est peut-être un peu... Les gens, ils ont envie de vivre une vie... Enfin, on aspire tous à une vie qui soit... je dirais pas complètement libre, parce que c'est pas vrai, mais en tout cas avec des contraintes qu'on définit pour nous-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai des contraintes... si je suis des règles en lien avec la religion, je suis les règles et ça a du sens pour moi de suivre, parce que je veux être en adéquation avec quelque chose qui est très précieux pour moi. Quand je suis obligée de suivre des règles contraignantes pour quelque chose que je n'ai pas choisi, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Donc j'allais dire, c'est même au-delà du traitement ou de la maladie, il y a quelque chose de l'ordre de la contrainte, des conséquences que ça va avoir et des entraves que ça va avoir dans mes aspirations. Non pas qu'on ait envie de vivre sans aucune contrainte, mais là on a des contraintes très importantes supplémentaires qui peuvent à certains moments entraver mes aspirations. Donc moi j'ai plus dans mon expérience l'impression que c'est ça qui va jouer, même plus que, alors, sauf dans le cas, par exemple pour des cas un peu spécifiques, le diabète ça a telle connotation. Le diabète par exemple c'est honteux pour certaines personnes, donc avoir une maladie honteuse c'est effectivement difficilement acceptable. Il peut y avoir des personnes pour qui le traitement est quand même difficile, mais globalement, il va y avoir quelque chose vraiment en lien avec la contrainte. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui disent « Ok, je suis malade, bon, bah, écoute, je fais les traitements. » Non. Pourquoi tu ne fais pas les traitements ? Parce que... Justement, c'est pour apporter un petit apport dans cette prise en charge, si je peux transmettre cette petite expérience personnelle. On est en face souvent à des patients qui refusent la maladie, et nous, que nous ne sommes pas des psychologues, on ne sait pas exactement comment ce soit. On apprend beaucoup aujourd'hui, mais il reste toujours dans la pratique, c'est toujours difficile de traduire ces actes, ces conclusions en actes. Alors j'ai une petite expérience personnelle dans ce domaine, où quand il y a, et qui ressort de la question que je viens de poser, quand je suis en face d'un patient qui est diabétique et qui commence à présenter une attitude que je comprends par laquelle il refuse la maladie, ben je lui dis attention, la maladie elle est là, on ne peut pas le refuser, mais là vous êtes en train de refuser le traitement et vous n'avez pas le droit de refuser des armes parce que l'ennemi il est en face, il est là, et il a peur des armes que je vous donne. Alors, ou bien vous utilisez ces armes et se défendre et vivre bien, ou bien vous allez le laisser faire ce qu'il veut de vous. Je pense que c'est une méthode qui peut marcher chez un certain nombre de personnes. Et il va revoir sa vision par rapport au traitement que lui propose. Ce sont des armes qui vont les protéger et pas des contraintes qui vont changer un petit peu sa vie. Voilà, merci. Voilà, une dernière question, parce que nous sommes tenus par le timing. Oui. Est-ce que vous avez mesuré un petit peu l'impact d'Internet et des réseaux sociaux chez ces diabétiques ? Parce que parfois, pour le médecin, c'est déstabilisant. Alors, qu'en est-il pour le psychologue ? Ce qui est souvent un peu déstabilisant pour le médecin, c'est qu'avec Internet, on a des personnes qui vont être très informées des personnes qui vont être très informées en fait de la maladie et de... Bon, alors on trouve tout et n'importe quoi sur Internet, on est bien d'accord, donc des fois ça renforce des idées fausses, mais des fois c'est aussi un peu perturbant parce que les personnes vont avoir des informations, des fois, je ne parle pas du médecin spécialiste, mais quelquefois les personnes reviennent avec des informations qui sont réelles et apprennent des choses au médecin qui est en face. Et ça, c'est un peu perturbant en tant que professionnel. Maintenant, les réseaux sociaux, sincèrement, je ne sais pas très bien quels sont les aspects. Il me semble que ça peut jouer aussi quelque chose d'assez important pour que les personnes qui sont un peu isolées puissent trouver, sans être en face à face avec des personnes, puissent trouver d'autres personnes qui sont dans les mêmes difficultés. Donc ce qu'on voit aussi avec Internet, c'est qu'il y a des forums, des discussions, etc. pour permettre aux personnes de se retrouver entre elles. Allez, la dernière question. Je vous remercie pour la communication. Je suis médecin hémodialyseur. Je travaille en continu avec les malades chroniques. On sait que le chronique s'adapte très bien avec sa maladie, mais l'adaptation, bien qu'elle existe, elle est souvent insuffisante et précaire. Le problème qui se pose, c'est quand et comment doit-on intervenir et quelle est la bêtise à ne pas commettre tout en communiquant avec le chronique. Merci. Alors, j'espère répondre à votre question.
moi, il me semble qu'en tant que professionnel, à partir du moment où vous voyez qu'il y a quelque chose qui se déséquilibre ou quelque chose qui vous paraît pas adapté dans la manière dont la personne se prend en charge, vous avez absolument le droit de vous poser avec la personne et de lui dire écoutez, moi, voilà les chiffres qu'on observe, voilà les comportements, voilà les signes que j'ai. Comment ça se passe pour vous en ce moment ? Et quand vous avez un patient où vous avez l'impression, voilà, bon, ça s'adapte un peu mieux, je crois qu'il y a une chose, c'est l'honnêteté de l'information que vous allez donner. Le fait de pouvoir dire, écoutez, moi en tant que médecin, par rapport à votre situation, il me semble que ça, c'est les règles importantes. Aujourd'hui, c'est ça qu'on nous dit, c'est ça que la science nous dit. Il faut faire ça, 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 pour que ça puisse bien se passer. Quand vous avez transmis une information claire et honnête et que vous avez l'impression qu'en face, des fois, la personne, elle revient, on a l'impression que ça s'est bien passé, puis des fois, elle revient, puis on ne sait pas trop ce qui s'est passé pendant le temps où elle n'était pas là. Dès que le patient il fait quelque chose qui vous étonne, allez à l'exploration de ce que vit la personne. Parce que le risque, c'est que le patient ne fait pas exactement comme il me semble qu'il devrait faire, donc je vais lui réexpliquer comment il faut qu'il fasse. Mais dans l'intervalle, je ne me suis pas posé la question, qu'est-ce qui se passe pour que, alors que je suis en train de lui donner des éléments, je suis en train de lui donner les armes, je suis en train de lui donner les stratégies pour que ça aille mieux, il ne les suit pas. Donc comme a priori, on a tous plutôt envie d'être en bonne santé, c'est quand même étonnant ce qui est en train de se passer. Donc quand vous voyez un patient qui ne réagit pas comme il vous semble qu'il devrait réagir ou qui n'est pas observant comme il devrait être observant, prenez juste 5 minutes pour lui dire moi je ne vois pas ce que je devrais voir, du coup qu'est-ce qui se passe pour vous ? Et pas dans le sens alors, comment c'est possible que vous ne faites pas ce que je vous dis, mais plutôt dans le fait d'aller à l'exploration. Racontez-moi ce qui fait que là on est dans une phase qui ne va pas bien. Merci beaucoup pour ces explications qui sont très brillantes et combien utiles pour nous tous dans la pratique quotidienne. Alors, sans